Salut, c'est Philistin Mignou. Avant d'écouter ce nouveau numéro des Bobines, un petit message pour vous dire qu'il est important que vous vous abonniez à l'émission sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Deezer, Apple, ce qui vous permettra de ne rater aucun autre épisode à venir. Et mettez aussi des étoiles si vous avez aimé. C'est pas pour moi, mais ça ferait tellement plaisir à Marcel. Hein, qu'est-ce qu'il dit celui-là ? Non, rien. Je vous souhaite une bonne écoute. Freezing cold in 19 years old. You're the cold maze, say one, freezing cold in 99 years old. All right. Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. Avec un grand metteur en scène et que ce soit vraiment le rôle, je le ferais. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans les films, non. D'un homme, on dit pas il est mignon, il est charmant, il est gracieux, il pétille. jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, boum, hop, on tire la combien là ? Ah mais pour moi la première, toi la deuxième. Moi je fais oui Suzy, vous n'êtes jamais contente, alors je fais oh bon, c'est fini, y a rien à dire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes oubliées du cinéma. Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a oubliées ou mal digérées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichon. Je suis Marcel Ratafia. Et moi, Philistin Mignou, et nous serons accompagnés à chaque émission d'une ou d'un invité qui tentera de dérouler avec nous la bobine mise à l'honneur. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir une quasi-bobine, Lou Bobin. Bonjour, Lou. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation de ce nouveau podcast. À 21 ans tout rond, vous êtes certainement la plus jeune connaisseuse du cinéma français des années 30-40, en tout cas la plus encyclopédique. À ce titre, vous avez créé le ciné-club de l'écran français à la Filmothèque du Quartier Latin à Paris dans le 5e arrondissement, c'est bien ça ? C'est bien ça. Cet épisode est consacré à l'une des actrices françaises les plus sexy du cinéma français. Marcel, c'est à vous de lui tirer le portrait. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette bobine-là n'a pas froid aux yeux. Fleur de la Butte a l'air canaille, Geneviève Menu n'est pourtant pas, malgré les apparences, née dans le ruisseau. L'œil qui frise et la lip boudeuse, elle tape dans l'œil du cinéma. Il faut dire, on a besoin de gonzesses délurées dans son genre pour jouer les roulures. C'est pendant l'Occupe qu'elle en sera une vraie, tenant cabaret pour les boches et autres joyeux collabos. Et bizarrement, c'est à ce moment qu'elle perce, après 50 films, dans deux rôles de garce qui lui collent à la peau. Merci Pagnol, merci Clouseau. Cette môme pas très recommandable, c'est Ginette Leclerc. Ah oui, la voilà. Tu l'as vu retourner ? La pomponnette ? Dis, garce, salope, ordure. C'est maintenant que tu reviens, hein ? Et le pauvre pompon dit, qui s'est fait un mauvais sang de peste depuis hier. Il tournait, il virait, il te cherchait dans tous les coins. Il était malheureux comme les pierres. Et pendant ce temps-là, elle avait suivi son chat de gouttière. Un inconnu, un bon à rien, un passant de clair de lune. Qu'est-ce qu'il a de plus que lui ? Rien. On connaît la Ginette des têtes raides. Un peu moins Ginette Mathieu et sa cuisine pour tous. Et encore moins Ginette Leclerc, star du cinéma français de pendant et après-guerre. L'extrait que nous venons d'entendre est tiré de La femme du boulanger de Pagnol, où, vous l'avez remarqué, on l'entend pas des masses. Avant ça et après, elle jouera toujours la femme au mieux pas très loyale, voire la vraie radasse. Alors, est-ce que la petite Ginette qui vient du Paris de Montmartre, c'est ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la petite Ginette qui ne s'appelait pas encore Leclerc, je crois, dans sa jeunesse ? Alors, c'était Geneviève Menu, si je ne dis pas de bêtises, exactement. Donc, qui était la fille d'un bijoutier et d'une dame qui était, elle aime bien le dire dans les émissions de radio, une baronne. Elle dit, mais moi, je n'ai jamais eu le titre parce que ma mère s'est mariée à un roturier. Donc, ses parents avaient une bijouterie dans le 18e, mais ils ont absolument tout fait pour qu'elle n'ait pas cet accent, comme elle dit, canaille. Et malgré tout, elle l'a gardé. Et ils l'ont envoyée en pension à Dupanloup. C'était un peu le couvent des petits oiseaux, y a pas à dire. Et ils l'ont envoyée parce qu'elle s'était fait courtiser par un jeune homme qui venait à la bijouterie de ses parents. Et comme elle avait accepté un bouquet de violettes, et oh mon Dieu, à cette époque-là, à 14 ans, on n'accepte pas un bouquet de violettes, ils l'ont collé 2 ans en pension là-bas.
Après, il faut dire que la Ginette, à cette époque-là, elle mettait déjà des baignoires. Dès qu'elle croisait des respectueuses sur le trottoir, elle leur tapait la discute, regardait comment elles se maquillaient. Donc, le plus urgent était de la mettre en pension pour qu'elle comprenne qu'il fallait être qu'elle revienne vraiment, dans le droit chemin. Vraiment respectueuse. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et donc après, elle va même se marier assez jeune, si j'ai pas de bêtises. Hein. Oui, en fait, elle était issue d'une famille de bijoutiers, mais elle aimait bien les bijoux de famille. Magnifique, Pardon. magnifique. Non, très branchée cul, la Ginette. Oui, non, mais... Oui et non, en fait, elle s'est mariée jeune, je pense, un peu pour s'émanciper, avec un vieux danseur qui avait, je sais pas, 18... Il avait le double de son âge, je crois. Oui, enfin, il avait le double de son âge, et je crois qu'il aimait un peu les garçons aussi. Oui, c'est ce qu'elle dit dans son bouquin. En fait, on apprend ça, et en fait, je crois que l'idée pour elle, c'était de travailler, mais au départ, elle savait pas vraiment quoi faire. Bon, après, elle dit quand même, je me suis mariée à un danseur pensant que j'allais danser, parce que elle qui était très truc signe astrologique, elle dit les Verseaux, alors moi je suis Verseau donc je suis comme ça, je suis née pour la danse et je me suis mariée à un danseur pour ça. Effectivement, après elle dit qu'elle a découvert qu'il était homosexuel aussi. N'empêche qu'elle a jamais bossé comme danseuse. Oui, elle a fait croire qu'elle savait danser et faire des trucs acrobatiques pour certains tournages, mais jamais mais que nenni. Mais que nenni, oui. Et en fait, quand elle a été modèle photo, oui, mais effectivement. On a remarqué qu'elle était très photogénique parce que c'était quand même une belle plante. Hein, en fait, ce qui est rigolo, c'est terrible à dire, mais ses débuts dans le théâtre-cinéma les doit presque sa première agression sexuelle parce que elle avait postulé, elle avait regardé les petites annonces, son mari ne croyait absolument pas à sa carrière et elle dit écoute, je vais faire des photos. Donc c'était pour des trucs genre des photos un peu de charme, on disait à l'époque. Et donc c'était de photographier la journée d'une jeune Laurette du lever au coucher. Donc elle n'avait pas trop compris, puis elle se prête au jeu et à la fin du shooting, qui était donc très olé olé, le photographe lui dit va voir du Schmoll, c'est un ancien champion coureur cycliste qui maintenant est producteur de théâtre, de cinéma. Bon. Et au moment où elle lui dit merci de me filer son numéro, il lui saute dessus et il essaye de la violer. Comme le port-salut. Ouais. Exactement. Et donc du coup, elle doit un peu sa carrière à ce monsieur peu recommandable. Alors comment elle va se retrouver un petit peu sur les plateaux, cette Ginette Leclerc ? Elle va se faire repérer d'abord comme figurante et puis dans le même temps elle fait un peu de musical. Donc elle est d'abord figurante ou silhouette. Mais... Elle disait qu'elle avait été triplure. Triplure. C'est rare comme nom. Ah oui, c'est quand la doublure se casse le pied. D'accord, non, mais elle a été surtout dans l'opérette Toi c'est moi, où il y a cette fameuse chanson que peut-être beaucoup de gens connaissent qui est Les Palétuviers. Sous les patus. Sous les palais, sous les patus. Voilà, très, très dur moi à sous dire, les tués et mon nous sous l'évier. Et elle était figurante là-dedans, donc elle avait été aussi un peu repérée là-dedans. Bon, et petit à petit, sur les plateaux, comme c'était un peu la figurante, quand on la faisait chier, qu'il le disait, arrête de me marcher sur les pieds. Elle voulait pas, je suis plus dans une opérette. Il y avait un lâcher de colombe au moment où, je sais pas, Henri Garat passait avec je ne sais quelle jeune première de cette époque-là. Il fallait lancer les colombes au moment du passage de la calèche. Sauf qu'à chaque fois qu'on lançait les colombes, il y avait la moitié qui était écrasée par la calèche. Donc elle était toujours celle dans le fond du plan qui la lâchait à la toute dernière minute pour être sûre que l'oiseau soit pas tué. Donc elle avait ce côté un peu... Très Brigitte Bardot. Oui. Les animaux sont gentils. Donc Ginette, après avoir fait ses petites photos coquines et de la figuration, va commencer à avoir des rôles au cinéma, n'est-ce pas Marcel ? Oui, alors plutôt des tout petits rôles, mais dans une grosse production qui s'appelle Ciboulette, dirigée par Claude Autant-Lara, qui fera plus tard Douce, par exemple, ou La Traversée de Paris, qui est assez connue. Et Ciboulette est scénarisée par Jacques Prévert, c'est un peu ses débuts au cinéma, et elle se fait quand même repérer pour jouer dans d'autres films. Oui, bon, elle a fait beaucoup de figurations, effectivement, pour même aussi des petites opérettes au cinéma, ce que je disais, avec Les Colombes, et elle se retrouvait beaucoup avec Viviane Romance, qui, malgré tout, ça va la suivre toute sa carrière, autre garce de l'époque. Mais bon, elle a fait beaucoup de second rôles, on la retrouve dans des adaptations de Feydeau, toujours en train de faire des femmes légères, la secrétaire qui couche avec le patron, qui fait des heures sup un peu dans les plumards, mais elle met beaucoup de temps avant de trouver vraiment un rôle dans Cette vieille canaille d'Anatole Litvak. Elle a c'est un peu plus étoffé parce qu'elle fait une artiste de cirque, mais il faut attendre, peut-être L'homme de nulle part de Pierre Chenal, qui est un très très bon film. Alors Anatole Litvak, c'est drôle, on en avait parlé pour l'émission de Gene Turner, parce que c'est lui qui lui avait dit à Hollywood, parce qu'Anatole Litvak fait partie de ces réalisateurs qui ont fui l'Allemagne et le petit tour en France avant d'aller aux États-Unis. Comme beaucoup, comme Billy Wilder, comme Fritz Lang, comme tous ces réalisateurs qui sont d'abord passés en France, font fait un petit film et après sont partis à Hollywood. Donc Anatole Litvak a aussi tourné avec Ginette Leclerc, ce qui est pas mal pour Ginette. Pour Ginette, qui était pas mal, oui. Mais elle a fait pas mal de films. Elle a finalement, avant son rôle qui va la propulser, on est d'accord, c'est La femme du boulanger, dont on va parler un peu plus longuement. Oui. Elle a quand
quand même eu... Quasiment 100 films, je crois, avant la... À 50 avant 50? La femme du boulanger. Ouais, 50? 50 avant La femme du boulanger. Mais j'avais déjà fait 50 films, c'est ce qu'on oublie, j'avais fait 50 films quand j'ai fait La femme du boulanger. 50 films, pas des meilleurs, des films. Je veux dire qu'en France, on faisait 500 films par an avant la guerre. Alors j'en faisais une dizaine, vous voyez, ça allait assez vite. Vous savez, on en fait encore 240, ce qui n'est pas mal. Oui, mais pas tous français, avec beaucoup de coproduction. Ouais, Tandis que ça, c'était uniquement français. 550 uniquement français, c'était pas mal. Et pour une comédienne qui en faisait une dizaine, c'était énorme, parce que on ne faisait que 3-4 films. Moi, j'avais la chance d'avoir un style... Vous aviez un personnage. J'avais un personnage que j'ai trouvé comme ça, par hasard, parce que c'est toujours par hasard qu'on trouve les personnages, et c'est par hasard que j'ai rencontré Marcel Pagnol, et c'est par hasard que le film de La femme du boulanger s'est fait. Et elle a tourné aussi en Allemagne, puisqu'à l'époque, souvent quand un film marchait bien en France, on tournait une autre version. Enfin, il y avait une grosse collaboration, si j'ose dire, après cinéma français et allemand. C'était avant. Et d'ailleurs, elle avait remarqué à l'époque, enfin c'est là où elle a rencontré par exemple Arletty, Jean Gabin, qui tournait aussi à Berlin. Oui, parce qu'il y avait ce qu'on appelait les versions multiples. Oui. Tous les Français se retrouvaient à la pension impériale. Friedrichstrasse, ouais. Voilà, et donc les films, il n'y avait pas de doublage, pas de sous-titres. Donc quand ils faisaient un film, il y avait souvent donc français, allemand, et après une version anglaise ou espagnole, italienne, ça variait. Alors des fois c'était avec les mêmes acteurs, des fois c'était avec des acteurs différents. Alors souvent les premiers rôles restaient, et après ça changeait. Il y a un film qui est très drôle pour ça à voir, qui est l'Atlantide de Pabst, où il y a la version française avec Pierre Blanchard et Brigitte Helm, et après Brigitte Helm reste dans tous les autres films. Mais il y a une scène d'amour qui, dans la version française, dure 7 minutes avec Pierre Blanchard qui lui plotte les seins, la Antinéa, mon Dieu, elle est magnifique. Et quand on passe à la version allemande, la scène fait plus que 4 minutes. Et quand on passe à la version anglaise, elle fait 1 minute 50. Et il n'y a même pas de bisous, il n'y a rien. Donc ce qui est intéressant avec les versions multiples, c'est de voir le traitement aussi des scènes d'amour. Mais donc, ça veut dire que l'actrice reste sur le plateau et on change le comédien. On change le comédien, ouais. D'accord, ok. Et les plans étaient faits souvent avec les mêmes techniciens. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de figurants qui, eux, restaient pour tous les films parce qu'ils n'avaient pas de ligne de dialogue. Et que la Ginette était dans les parages, dans les studios de la UFA. Et effectivement, elle a fait beaucoup de figurations. Et en fait, elle va être remarquée dans La femme du boulanger. Oui, alors d'abord dans Prison sans barreaux. Pour moi, Lord, c'est l'homme de nulle part, quand même, de Chenal, où elle a un rôle assez important. Mais disons que dans ses mémoires, etc., elle va surtout parler de Prison sans barreaux, parce que c'est un film de Léonide Mogui qui a notamment réalisé Le Déserteur, enfin, grand réalisateur qui est l'équivalent du Douglas Sirk français, on peut dire. Oui, très, très fort pour les mélos. Et là, c'est un film sur des jeunes filles mineures en prison, enfin en détention, et elle joue évidemment la rebelle un peu gouailleuse qui dit merde à tout le monde, etc. Et là elle va vraiment se faire repérer. Par ailleurs elle est amie plus ou moins avec Rému au théâtre, à la scène, et c'est ça qui va faire un peu le déclencheur pour aller tourner chez Pagnol. Ce qu'il y a avec Prison sans barreaux, elle le dit aussi, j'ai déjà évoqué plutôt à Viviane Romance, parce qu'il y avait, si on veut, 3 grandes garces dans le cinéma français. Il y avait Mireille Balin qui était la plus flamboyante, la garce vraiment qui avait du pognon. Après Viviane Romance qui était sur le milieu du pavé, et tout en bas il y avait Ginette qui était un peu vraiment avec les détritus, quoi. Et pourtant c'est celle qui a le plus de charme, je trouve. Mais elle dit, à cette époque-là, elle était vraiment en rivalité avec Viviane Romance, bien qu'elle ne se détestait pas. Et elle dit, Prison sans barreaux, ça m'a enfin placée en tant que comédienne. On m'a reconnue, pas uniquement pour ma tronche, mais pour mon talent. Et pour La femme du boulanger, donc effectivement, Pagnol la voulait énormément, et on en parlait avec Marcel avant le début de l'émission. Ginette Leclerc, c'est quelqu'un, quand on lit ses mémoires et les différentes choses qui ont été écrites, qui raconte toujours la même histoire. C'est pas ces comédiens qui racontent 20 000 anecdotes avec plein de péripéties. Et le truc qui revient le plus sur La femme du boulanger, c'est Marcel Pagnol, ce qu'il était radin. Ouais, il avait l'air gripsou à souhait. Ce qui est étonnant, parce que pour La femme du boulanger, au départ, il voulait John Crawford. John Crawford, la grande star américaine, j'imagine, avec le Rému, le cocktail détonnant. Pour un radin, c'est compliqué d'avoir John Crawford en plus. Oui, en plus, il l'a pas eu, en fait. Mais après, c'est un peu... L'idée, c'était d'avoir une femme qui n'était pas trop là. Et donc, il lui proposait un petit cachet, elle, qui était assez branchée pognon quand même. Oui, elle lui a dit, non, j'ai été payé le double pour Prison sans barreaux, c'est mort. Et il a dit, ok, dans ce cas-là, on fera comme si elle n'était pas là. Puis, il faut dire aussi qu'au départ, le film, donc, il a été quand même, Pagnol leur
reconnaît pas toujours, écrit pour Rému, mais comme il s'engueulait tous les 4 matins avec Pagnol, il a dit je vais prendre Henri Poupon, qui était un autre acteur méridional de l'époque, mais qui n'était pas du tout connu du grand public autant que Rému. Et donc la Ginette, quand elle a fini par accepter et dire ok, je crois que c'était 25 000 francs à l'époque, elle dit ok, je prends 25 000 francs anciens. Donc du coup elle accepte et puis lui dit voilà, ça serait avec Henri Poupon. Elle dit merde, j'ai quand même pas accepté un cachet de misère pour en plus ne pas tourner avec Rému. Et donc elle a appelé Rému au Fouquet's parce que c'était son QG. Il lui a dit là je vais faire le film avec Henri Poupon, et Rému lui a dit mais comment tu vas pas faire un film avec un 27e rôle, mais c'est n'importe quoi. Et donc finalement ils ont fait le film ensemble, mais elle a gardé un petit rôle. Le pauvre Henri Poupon s'était fait changer toutes les dents. Il s'était fait limer les dents pour le rôle. Toutes les dents pour le rôle. Il avait pris des cours en boulangerie, il y croyait à mort, et en fait personne n'a jamais parlé. Il a suivi un peu la méthode américaine. D'accord. C'était l'actor's studio. Faut être sûr de son coup quand on fait ça, bien sûr. Et Ginette Leclerc n'a que 20 répliques à dire, et elle les dit bien. Et pour ce rôle, il ne fallait pas de sexe à pile frelaté. Il fallait qu'elle fût... comment dirais-je ? Non, je ne peux pas le dire, mais elle l'est. Oui, comme on a pu l'entendre, effectivement, Ginette Leclerc va incarner, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Lou, la garce, comme notre actrice. C'est vrai qu'elle a un physique, elle est très très jolie, Ginette Leclerc. On invite les auditeurs à regarder sur internet des photos. Elle a un nez un peu empâté, un peu aquilin, qui descend sur sa bouche avec des belles lèvres retroussées. Et c'est vrai qu'elle inspire un petit peu le côté garce à son corps défendant, malheureusement, mais c'est ce que souvent on est informé dans des rôles au cinéma. Ça va un peu lui coller à la peau. Ah ben complètement. Après, comme elle dit, moi j'ai toujours pu jouer des rôles de garce parce que je ne l'étais pas à la ville. À vérifier. Mais c'était une vraie petite bourgeoise. C'est quand même une femme qui a vécu toute sa vie avec sa mère. Elle a eu plein d'amants, mais il y avait toujours sa mère au milieu, donc elle a toujours préféré mettre sa mère en avant. Et moi, j'ai un très bon ami qui s'est occupé des appartements de Madame Ginette Leclerc parce qu'elle était propriétaire de Cagibi dans Paris dans les années 70. Et c'était une très très grande bourgeoise, voilà. Et elle dit, j'ai toujours pu jouer les rôles de garce grâce à ça. Après, elle aurait bien aimé faire autre chose. Mais bon, elle dit, les femmes du monde, ça m'emmerde. Les ingénues, je l'ai fait une fois au théâtre, dans Noix de coco de Marcel Achard, parce que Rému, qui avait le béguin pour moi, a dit, mais elle fera très bien la jeune fille ingénue et tout. Et Marcel Achard, il est vu arriver, il fait, mais on ne croira jamais que vous avez été vierge. C'est pas possible, quoi. Vous n'avez pas joué dedans. Donc, à cause de son physique. À cause de son physique. L'air nubile. Et non, vous inspirez trop autre chose que ça. Et finalement, elle a joué dans Noix de coco. Elle était très mauvaise, mais elle a eu le mérite de faire les ingénues une fois. Il y a eu un article dans le magazine Pour vous en 1938 qui disait Ginette Leclerc ne veut plus jouer les petites femmes. Je sais bien que je peux pas jouer les petites filles sages, les ingénues, mais j'en ai vraiment assez d'interpréter à l'écran les petites femmes dont la principale attribution est de s'asseoir sur les genoux des messieurs. Malheureusement, jusqu'à présent, je n'ai fait que cela. Vous savez, quand on vous classe dans une certaine catégorie, il est difficile d'en sortir. Or, c'est un emploi qui était quand même assez récent, puisque elle avait des prédécessrices, je ne sais pas. Des femmes avant elle, en tout cas. Il y a deux actrices qui ont un peu marqué le côté petite femme avec le petit foulard, la cigarette au bec, le rouge à lèvres et les bas coutures. C'est Gina Manès et Colette Darfeuille. Qui sont contemporaines mais un peu plus âgées que Ginette Leclerc. Mais c'est en fait Ginette Leclerc qui va vraiment avoir un certain type, c'est-à-dire pas la vampe comme Mireille Balin, qui était très sophistiquée, qui était ancienne mannequin, qui portait très bien les vêtements couture, etc. Pas non plus comme Viviane Romance, qui avait un côté peut-être plus complexe, peut-être... Viviane Romance, pour situer, voilà, la belle équipe. La belle équipe, par exemple, Panique de Duvivier... Qui a un côté fille du peuple, mais avec un peu de classe, dirons-nous quand même. Oui, un peu plus de classe que n'a pas Ginette Leclerc, qui fait un petit peu cheap. Alors qu'à la ville, c'est peut-être la plus bourgeoise des trois, ce qui est très rigolo. Peut-être qu'Arletty est la synthèse un peu de ces trois femmes. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est vrai qu'elle reprend vraiment elle a vraiment un côté Gina Manès, notre Ginette Leclerc, parce qu'il y a la coupe de cheveux qui est aussi un peu celle de Kiki de Montparnasse à une époque, la petite frange, et dans les magazines ça devait être pareil dans un Pour vous, très bonne littérature par ailleurs, avec tous les potins de l'époque, qu'il avait qualifié de la nouvelle Louise Brooks à cause de la frange. Louise Brooks dans Loulou de Pabst, c'est ça ? C'est ça. Donc image absolue de la garçonne. Donc non,
c'est très particulier. Et elle dit vraiment qu'elle a créé un emploi parce qu'elle est venue avec sa personnalité et qu'elle n'a pas fait comme beaucoup de comédiennes de l'époque de se dire bon, je vais me plier à ce que dit le metteur en scène. Quand ça la faisait chier, elle le disait tout de suite. Oui, puis elle a quand même aussi une espèce de modernité. Comme on l'a dit, elle vivait avec sa mère. Elle avait l'air d'être de s'émanciper un petit peu des conventions, de devoir se marier, etc., etc. Elle n'avait pas d'enfant, tout ça. On est d'accord, elle était assez moderne finalement. Non, et puis en plus, elle n'avait pas le discours de certaines actrices qui disaient ah non, moi j'ai pas d'enfant, j'ai pas le temps. Elle disait clairement, moi si j'avais des enfants, alors déjà j'ai pas trouvé le mec avec qui faire des enfants qui soit capable d'assumer cette position. Et elle dit moi en tant qu'actrice, je suis tout le temps barrée, ça serait invivable pour un môme. Elle a pas ce côté les enfants, ça pue. C'est juste d'un point de vue responsabilité, ça n'entre pas dans mon emploi du temps. Et peut-être ce qui est plus original, c'est son côté je suis intéressée par le milieu de la prostitution. Elle avait une certaine fascination pour ça, mais pas d'une manière tellement cinématographique. Justement, vraiment, elle les connaissait, elle voyait comment elle s'habillait, etc. C'est ce qu'on disait, étant petite, en fait, ses premiers... C'était ses amis. C'était ses amis. À 14 ans, elle s'habillait comme les prostituées parce qu'elle était fascinée par tous les codes en fait, de ces femmes-là. Et elle raconte dans les années 60, elle dit quand je les croise, tout de suite, elles me tutoient parce qu'en fait, elles sont persuadées que je suis une ancienne du milieu. Oui, exactement. C'est une collègue. C'est une ancienne collègue. Et ils font alors, Ginette, comment ça va pour toi en ce moment ? Moi, pas terrible, je tourne pas. Elle dit, nous aussi, là, depuis la télé, les hommes sont chez eux le dimanche. Ah, la Leclerc. Donc la petite Ginette, après la femme du boulanger, notamment, et prise dans son barreau, va commencer à être de plus en plus visible. Et il va se passer une chose en France, c'est la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est pas qu'en France, d'ailleurs, c'est mondial, donc c'est dans le titre. Et donc pendant cette Seconde Guerre mondiale, en France, il va quand même y avoir des films qui vont se tourner. Et beaucoup d'acteurs et d'actrices vont continuer à tourner dans une firme qui s'appelle la Continental Film, créée en 1940 par un certain Joseph Goebbels, pas très recommandable, dans le but de contrôler le cinéma français, et dirigée par un certain Alfred Greven, Marcel. Alfred Greven, c'était quelqu'un qui était dans l'escadrille d'aviation pendant la Première Guerre mondiale, nazi de la première heure. Il est allemand à la base. Il est allemand, oui, son nom ne le dit pas, il est allemand. Grand cinéphile par ailleurs. Et il a comme mission par Goebbels de faire des films pour distraire les Français, pour ne surtout pas leur parler de politique, de problèmes, etc. Puisque là, on parle quand même d'une France qui vient de basculer sous occupation allemande. Et ce qui s'est passé d'assez extraordinaire avec la Continentale, c'est qu'en 4 ans d'existence, 3 ans et demi, il y a eu des films extraordinaires, on peut le dire, qui ont été tournés avec des problèmes des bouts de ficelle, des scènes en une prise, des problèmes de gens cachés, de gens contraints de tourner, etc. Enfin, cette histoire-là, la Hollywood nazie, comme on l'appelle, il y a un livre très bon sur ce sujet. Il faut lire, oui, effectivement, le livre de Christine Leteux, Continental Film, qui est très détaillé. Mais après, ce qu'il faut dire aussi sur la Continentale, c'est que de toute façon, il y a des gens à la Continentale, il faut le reconnaître, qui ont tourné par plaisir et par sympathie. Mais quand la Continentale a été créée en France, en gros, l'histoire, c'est Alfred Greven va chez Maxim's au début de l'occupation. Il croise Pierre Blanchard, qui était là, qui par la suite a été un très grand résistant dans le cinéma français, et président du comité de libération dans le cinéma à la fin de la guerre. Et donc, il dit, voilà, moi, je lance la Continentale, il me faut un responsable pour le cinéma français. Et donc, à cette époque-là, le nom de Raoul Ploquin est évoqué. Donc, Raoul Ploquin va diriger le cinéma français. Sauf qu'à côté, la Continentale et Alfred Greven, il dit, c'est pas compliqué. Si vous voulez faire des films en France, il me faut 5 réals, 5 scénaristes, 5 vedettes qui signent. Sinon, nous, on donne aucune autorisation de faire des films en France. Donc il y en a qui ont été obligés de signer parce qu'on leur a dit toi ta grand-mère elle est pas polonaise, là c'est pas très clair là les origines, si tu bosses pas pour nous t'as pas de carte de travail. Et donc petit à petit il y a des gens qui ont été obligés de signer. Et il se trouve que dans le lot il y avait donc Viviane Romance, Ginette Leclerc, tout ça. Et les films, il faut le dire, sur une 40aine de films, il y en a peut-être 20 qui sont quand même des putains de chefs-d'œuvre. Enfin, là, on parle de L'assassin 821, La main du diable, L'assassinat du Père Noël, Les Inconnus dans la maison. Les Inconnus dans la maison, c'est extraordinaire quand même de voir tous les bons films qui ont été tournés. Alors, l'idée, c'était au départ de sélectionner des réalisateurs connus, mais Greven, je pense qu'il rêvait d'avoir Renoir, Duvivier, René Clair, mais ces gens étaient partis depuis longtemps. Et finalement, il a eu Clouzot, Decoing, Autant Lara... pas la Continentale.
J'ai un doute. Justement, j'ai vérifié, il Oui. n'a pas tourné pour la Continentale. Eh ben, il aurait pu. Il aurait- Il avait franchement, il les le mérite. convictions. Il le mérite. Il avait les convictions. Non, mais ce qui est drôle, c'est que donc, du coup, au départ, c'était la mission que Goebbels avait confiée à Greven. Christian Jacques, pardon. Christian Jacques, voilà. C'était de faire donc du cinéma vraiment, mais neuneux, comme pas possible. Bon, si on voit Premier Rendez-vous avec Danielle Darieux, qui est absolument charmante, c'est pas le film intellectuel de l'année, mais c'est un très beau film. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, Goebbels surveillait que ça soit bien des films uniquement de divertissement. Et le problème, c'est que Greven, lui, était quand même, malgré tous ses défauts, un très grand amateur de cinéma. Et donc, il a laissé, mais quasiment, il y a des films, on a l'impression qu'il y a carte blanche. Oui, hein. oui, ça. Et donc, du coup, par exemple, il y a un film qui s'appelle La Symphonie Fantastique, qui est un film sur Berlioz, où il y a un nombre d'allusions à la résistance, mais pas possible. Et quand Goebbels a vu ça, il me dit, mais c'est pas possible, vous m'avez fait un film allemand, patriotique français. Enfin, il y a un moment, il était super énervé. Et quand on voit les films produits par la Continentale, comme ils n'étaient pas soumis à la censure de Vichy, parce que c'était les Allemands qui avaient le dernier mot. Oui, contrairement à Pathé et Gaumont. Contrairement à Pathé et Gaumont, les films produits par la Continentale sont les moins censurés de toute l'occupation. Notamment un film en particulier dans lequel c'est illustré Ginette Leclerc, certainement son plus grand film, c'est sûr même. Un des grands films d'ailleurs de Clouzot, qui n'a mis personne d'accord. Vous devez me trouver sotte, n'est-ce pas? Au contraire, je trouve très gentil. Mais vous partez quand même. Oui, C'est tout à fait décidé. tout à fait. Rien ne peut vous retenir. Rien. Bon, je vous aime. Non. Vous ne me croyez pas? Non. Prenez pour une menteuse. Oui. Mais Soit. écoute, Rémi. Oh. Je t'ai appelé par ton prénom toute une nuit. Tu peux bien me le laisser 3 minutes. Mon chéri. Les autres te croient dur et inflexible. Mais moi, je sais que tu peux être tendre et faible comme un enfant. J'ai tenu cet enfant un soir entre mes bras. C'est depuis ce moment-là que je t'aime. Parce que c'est aussi bête que ça. Je t'aime. Mais non. Alors Lou, parlez-nous de ce film Le Corbeau de Henri-Georges Clouzot. En quoi c'est un film déjà formidable et qui a été mal reçu, mal compris à la sortie. Enfin, quelle est la particularité de ce film Le Corbeau ? Alors le problème du Corbeau, qui est effectivement un film absolument admirable, peut-être le meilleur de la Continentale et de Clouzot, c'est que le film raconte l'histoire d'un petit village de province français où un corbeau, comme ça que s'appelle le maître chanteur, et du coup le corbeau est une expression qui est rentrée dans le langage courant, qui envoie des lettres anonymes dans tout le bled, accusant, machin et trucs. Donc c'est vraiment qui balance des secrets, des vérités même. Ouais. Des secrets et des vérités. Et qui est tiré d'un fait divers absolument atroce qui a vraiment qui avait marqué eu à Tulle, je crois. Ouais. Mais le projet la ville de François Hollande. Au passage. Aucun lien. Ouais, aucun lien. Non, mais c'est vrai que c'était effectivement tiré d'un fait divers, et puis il était sur le coup depuis, je crois, 36 ou 37 pour ce scénario-là. Et donc, quand le film est sorti, donc non seulement le film est absolument génial, avec une pléiade d'acteurs incroyables, dont le sublime et magnifique Pierre Freinet, nous le dirons jamais assez. Et le problème, c'est que quand le film est sorti, en fait, il n'a plu absolument à personne. C'est-à-dire que La Résistance a écrit dans les lettres françaises le premier numéro de l'Écran français. Mon ciné-club ne vient pas de nulle part. Mais là, je ne suis pas d'accord avec l'article. Il a écrit un article en disant que Le Corbeau était un film qui était à la gloire de la dénonciation, qu'il avait été projeté en Allemagne sous le titre Un petit village français. Typique, oui. Typique. Alors, ce truc est absolument faux. Ça a été vérifié. Ça n'a jamais été projeté en Allemagne. Les Allemands ont trouvé ça trop horrible pour le montrer aux Allemands. Enfin, voilà, bref. Et à côté, la censure vichiste a dit « Mais mon Dieu, mais c'est atroce ». Et les Allemands... Enfin, personne n'était d'accord. Tout le monde a détesté le film. Les uns trouvant que ça faisait l'éloge de la dénonciation, les autres en disant, leur expliquez pas trop que c'est mauvais. Enfin, et les Allemands étaient très déçus parce qu'ils avaient l'impression qu'on n'encourageait pas les Français à envoyer des lettres de délation, ce qui malheureusement était quand même le cas. Ils étaient tout à fait encouragés à le faire. Oui, ils n'ont pas eu besoin des films pour le faire, les Français. Voilà, c'est ça qui est bien. Il y a eu un accueil très très étrange sur ce film, et c'est à cause de ce film que Clouzot a été interdit de tourner pendant 3 ans à la Libération. Freinet aussi a fait un peu de tôle. Enfin, tout le monde y est passé de ce film. En tout cas, on vous conseille de voir le Corbeau, c'est magnifique. Revenons à Ginette, dedans, elle est aussi, c'est un de ses rôles les plus marquants dans ce film, non ? Ah bah oui. C'est un rôle tout à fait inhabituel, on peut dire. Elle joue une femme handicapée, elle est boiteuse, elle est malade, enfin on sait pas très bien ce qu'elle a. Elle fait croire qu'elle est malade. Elle est un peu érotomane. Elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Et en fait, on a l'impression que c'est une grosse vislarde, et en fait, c'est plus compliqué que ça. Et c'est vraiment un rôle où elle s'illustre, je trouve, elle est assez inoubliable dans ce film, beaucoup plus que dans La femme du boulanger.
Ouais, mais parce qu'elle dégage quelque chose de vraiment... De tout à fait nouveau, et puis elle le dit, même toutes mes mauvaises habitudes, elle s'est très bien entendue avec Clouzot, qui quand même est réputé pour avoir torturé ses acteurs. Même Bernard Blier disait, il m'a mis une baffe, mais bon, je l'ai mérité. C'est très étrange, Clouzot. C'est un réalisateur que j'adore, mais parfois, ça pique. Enfin bref, en tout cas, Ginette Leclerc a dit, mais je n'aurais pu tourner toute ma vie qu'avec Clouzot, parce qu'il a réussi à me dépouiller de tous mes tics. Bon, il me dragouillait un peu après Ginette, t'as toujours l'impression que tout le monde veut lui sauter dessus, donc voilà. Mais elle a vraiment apporté quelque chose, un nouveau personnage, ça n'existait pas dans le cinéma français. Il y a une scène, vous verrez, si vous voyez le film, où on se dit, ça y est, Pierre Freinet va l'embrasser, c'est pas possible, quoi. Et en fait, elle mord la main de Pierre Freinet. Et c'est sexy. C'est ultra érotique. Oui, bien sûr, c'est tendu. Tout ça parce qu'à l'époque, la femme de Pierre Freinet avait dit, il y a une scène d'amour là-dedans. Yvonne Printemps a dit, c'est hors de question que la Ginette, elle embrasse mon mari. Enfin, son mec. Et donc, du coup, elle a déchiré la page et ils ont dû trouver un subterfuge. Mais ce qui est intéressant dans les films de Ginette Leclerc, c'est que les titres qui reviennent le plus, donc La femme du boulanger, Le corbeau et L'empreinte du dieu. Alors ça... L'empreinte du dieu. L'empreinte du dieu, c'est cité dans sa filmographie comme étant un super chef-d'œuvre. J'ai eu la chance de le voir 2 fois à la Cinémathèque il y a 3-4 ans. Je comprends pas trop pourquoi. Mais pourquoi vous l'avez vu 2 fois alors? Parce qu'il y a Pierre Blanchard dedans, alors je ne D'accord. voulais pas le Elle louper. est fan de Pierre Blanchard. Elle en parle beaucoup. Non, mais bon, c'est vrai que pour le coup, si on devait vraiment garder qu'un film, ça serait Le Corbeau, qui lui a causé pas mal d'ennuis à la Libération. D'ailleurs, oui, effectivement, ça lui a causé des problèmes, comme on l'a dit. Ça n'a pas été la seule actrice qui a eu des petits soucis pendant l'occupation et qui a été un petit peu embêtée lors de l'épuration, n'est-ce pas? Non, en fait, il y en a eu beaucoup. Et des très connus, on connaît l'histoire d'Arletty et sa liaison avec un officier allemand. Mais il n'y a pas eu qu'elle, puisqu'il y a eu un voyage en Allemagne organisé par la propagande en 1942, organisé par la propagande allemande, avec un petit club d'acteurs et d'actrices qui ont beaucoup regretté, presque tous, on va dire, cette incursion en pays allemand, parmi lesquels Viviane Romance, dont on a déjà parlé, qui avait, de son vrai nom Hortmans, qui était d'origine polonaise et qui avait très peur, a priori, qu'on pense qu'elle était juive, voilà. Il y avait Albert Préjean. Albert Préjean, on lui a dit ta famille, Weber, si tu veux la revoir. Enfin, tout le monde a été plus ou moins quand même mis sous pression, contraint. Oui. Il y a Daniel Darieux aussi. En fait, c'est celle qu'on a le plus emmerdée sur le voyage en Allemagne, c'est Daniel Darieux, parce que c'est la plus grande star. Ouais. C'était la plus grosse star. Et en fait, Daniel Darieux n'avait absolument aucune envie d'aller en Allemagne. D'ailleurs, je crois que c'est 5 jours le voyage en Allemagne. Et elle en a fait que 2. Elle a dit je veux bien, mais parce que son chéri de l'époque, un diplomate, Porfirio Rubirosa, était enfermée en Allemagne, et donc elle a dit je vais là-bas, je vous fais 2 jours, je récupère mon mec, et puis après elle s'est barrée et elle a pu revenir en France avant la fin de la guerre. Et il y avait Suzy Delair par contre qui aimait bien l'ordre allemand. Oui, mais elle a bien voyagé. Alors, le chapitre Suzy Delair, moi je marche sur des œufs un petit peu parce que je l'adore vraiment, mais il faut dire, et je m'excuse auprès de mon cher ami François qui l'a très bien connu, mais c'est vrai que Suzy est peut-être la seule qui n'a pas dit tellement qu'elle regrettait le voyage en Allemagne, mais ça reste une immense comédienne et l'époque était troublée. Voilà. Oui, parce qu'on a quand même appelé ce train le train de la honte. Donc, oui, voilà. Ça la foutait mal. C'était pas la seule, il y a eu d'autres actrices qui ont eu beaucoup plus des plus gros problèmes. Mireille Balin, la pauvre, c'est catastrophique. Donc Mireille Balin qui a beaucoup tourné, qui était sortie avec Gabin, qui a eu des mecs plutôt très connus, comme Victor Pérez qui était un boxeur. Tino Rossi aussi. Peut-être Tino Rossi. Tino Rossi, il me semble. Je pensais qu'il était gay, mais bon, ça n'empêche pas. Oh, ça arrive. Mais rappelez-nous dans quoi elle a joué, Mireille Balin. Mireille Balin, elle a joué dans Gueule d'amour, elle a joué dans Pépé le Moco, elle a joué dans Menace avec Ginette Leclerc, elle a joué dans beaucoup de films. Et elle a eu une liaison avec un nazi pendant la guerre, ce qui lui a valu à la Libération. Et il semblerait que Ginette Leclerc ait aussi une petite liaison avec ce monsieur. Oui. Et en fait, à la Libération, elle a été séquestrée et violée par des résistants. Donc. Et évidemment, c'était fini après pour elle. Elle est devenue alcoolique, la pauvre, vraiment... psychotique et tout, et elle a vraiment très très mal fini. Alors, il faut dire aussi que Ginette Leclerc, dans sa vie privée, tenait un cabaret avec son amant. C'est ça qui lui a posé des problèmes, on est d'accord? Alors, à la Libération, la presse a titré plaisamment « La femme du boulanger est dans le pétrin ». Parce qu'elle s'est vite retrouvée en tôle. Et pourquoi? Peut-être que Lou, tu veux bien nous expliquer. C'est peut-être
plus compliqué que ça, mais à la fois pas tant que ça. Un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, à la Libération, il y a plein d'organismes d'épuration qui se sont mis en place. Le seul vraiment, on va dire, carré, c'était le comité de libération du cinéma français, donc présidé par Pierre Blanchard, dans lequel il y avait Louis Daquin, Jean-Paul Le Chanois, qui étaient des gens quand même assez bien. Et donc, il y avait des vraies enquêtes, tout ça. Et donc, le truc, c'est que Ginette Leclerc, tout de suite, on l'a fait chier pour le Corbeau, la Continentale, puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Bon, donc les mecs ont fait leur boulot. Sauf que derrière, v'là-t-il pas qu'on se rend compte que la mère Ginette Leclerc, elle était plus ou moins maquée avec Lucien Galas, qui était une véritable crapule, on peut le dire. Ouais. Ancien second rôle d'opérette de l'époque Henri Garat, tout ça. Et lui, il en avait un peu marre d'être... Monsieur Ginette Leclerc. Ginette Leclerc disait dans les galas, c'est limite si on ne le foutait pas aux cuisines. Et donc il s'ennuyait. Ce monsieur était assez terrible parce que non seulement il était violent avec Ginette Leclerc, il la frappait, tout ça, mais lui s'autorisait d'avoir plein de maîtresses. Mais il lui dit, voilà, je m'ennuie, j'adore le cabaret, je m'ennuie. Il dit, bon bah écoute, je vais t'acheter un cabaret, t'es tout le temps dedans, autant que tu fasses quelque chose. Et donc... Et là, tu veux peut-être revenir sur les autorisations. Oui, parce qu'en fait, l'histoire est un peu floue sur l'achat du cabaret. L'histoire est un peu floue. En tout cas, si on écoute la version de Ginette Leclerc, elle en voulait pas, comme elle est couche-tôt, elle voulait pas spécialement s'occuper du cabaret. Elle tournait la nuit. Il faut dire que les films se faisaient la nuit à cause des restrictions d'électricité. Oui, parce que l'électricité était autorisée la nuit. Mais Ginette Leclerc, en fait, elle a dit... Il y avait cette histoire de cabaret, Lucien Galas s'est dit c'est un bon coup à faire, et elle prétend qu'un jour où elle était malade, il lui a fait signer les papiers, mais que, un peu comme la révocation d'Édith Nantes, elle a pas trop su ce qu'elle signait, et puis elle n'avait pas compris qu'elle était sur le bail, en gros. Ce qu'il lui a dit, voilà, moi je n'ai pas de nom, toi tu en as un. Donc mais il avait demandé, en fait, qu'elle aille voir Greven pour avoir cette autorisation, parce qu'on n'était pas autorisé à ouvrir un cabaret comme ça. Et puis il faut dire un truc, c'est qu'à l'époque, elle le raconte dans plusieurs interviews, il y avait Clément Duhour qui par la suite, qui était un comédien, producteur, pas très très connu. Lui avait un cabaret à côté, et à l'époque, donc couvre-feu, et il fermait à 22h30. Sauf qu'elle a eu une autorisation qui lui permettait de fermer à 5h du matin. Ce qui ne se voyait jamais, en fait, à Paris, sauf dans les coins vraiment très boche-boche, dirons-nous. Ouais. Oui, puis là, dans ce club, ils vont surtout recevoir beaucoup de gens très fréquentables. C'est ça, surtout le problème. Gestapo, les gens de la rue Lauriston, Bonny et Lafont, enfin bon, la totale, quoi. Les nazis. Et en fait, elle dit, c'est à tout péter, j'ai dîné là-bas 10 fois, j'y allais pas la nuit parce que de toute façon je tournais, ce qui est peut-être crédible, mais à un moment donné, elle parle dans un entretien qu'elle a donné en 90, elle dit, alors ce qui se faisait beaucoup là-bas, c'était le marché noir. Mais il y avait que du caviar. Enfin, quand j'envoyais ma bonne chercher une boîte de Fayot, en fait, il y avait que du caviar. Alors je prends ce caviar. Mince flûte. Non, mais c'est vrai que ce cabaret, elle y a peut-être pas mis énormément les pieds. Mais après, elle dit c'est Jacques Chancel dans Radioscopie qui lui dit, mais vous avez été quand même avec Monsieur Lucien Galas qui était du milieu. Elle dit, mais quel milieu ? Elle dit pour les gens du milieu, c'était un chanteur d'opérette de cinéma, et pour les gens de cinéma, c'était un mec du milieu. Ce qui fait qu'il était toujours au milieu, quoi, entre les deux, quoi. Une vraie ordure, surtout. Mais oui, et c'est pour ça que c'est intéressant, encore une fois, le parallèle entre la vie de Ginette Leclerc et celle de Viviane Romance, c'est que Viviane Romance s'est trimballé aussi un Lucien Galas qui s'appelait Georges Flamand. Ouais. Très mauvais acteur. Très très mauvais acteur, qu'elle casait dans tous ses films. Il y a toujours Georges Flamand dans un film. Étrange Monsieur Victor, il y a un rôle pour Georges Flamand, étonnamment, parce qu'il est vraiment... Tout le monde joue très bien, sauf lui. Il est très mauvais, ça saute à la gueule. J'ai eu l'occasion de présenter L'étrange Monsieur Victor pas mal dans la France cette année. Là, je l'ai présenté 3-4 fois, et puis à chaque fois, le premier commentaire des gens à la suite des débats, c'est Georges Flamand. C'est qui cet acteur ? Il est vraiment très mauvais, ouais. Donc elle a été emprisonnée 1 fois, 2 fois, 3 fois, enfin etc. Ce qui a fait 1 an quand même de tôle. 1 an bout à bout de prison pour finir au mitard. Que s'est-il passé le truc, c'est comme je disais tout à l'heure, la Continentale, finalement le dossier Continental a été enlevé assez rapidement. Le problème, c'est que son nom était écrit sur tous les papiers du cabaret de Monsieur Galas. Et donc elle a été au dépôt. Elle dit, je me sentais comme Marie-Antoinette. Il faut dire que ce qu'elle raconte dans ses mémoires est assez trash. Oui, sur les conditions. Sur les conditions, elle a été à Fresnes, elle a été à Drancy, elle raconte, je crois que à 4 par cellule avec. Ils étaient à 4 par cellule, et puis elle raconte aussi qu'il y avait, c'était tellement horrible que je sais plus dans quelle prison, je crois que c'était à Fresnes, il y avait des femmes qui devenaient complètement dingues, qui se foutaient à poil devant les barreaux de leur cellule pour les mecs qui pour exciter les condamnés à mort. Et donc ça a fini, ils ont cloué les fenêtres avec du papier journal, et donc elles n'arrivaient plus à respirer. Donc il y avait des punaises, ça suintait. Elle disait la seule fois où j'ai failli m'en sortir au niveau des conditions de vie, je crois que c'était une des dernières
dernière prison dans laquelle elle a été, où la chef, on va dire, du département, c'était une dame, une 45-50 ans, lesbienne, ultra balèze, qui lui a fait des propositions tendancieuses en lui disant si t'es gentil avec moi, peut-être que t'auras un peu plus que de la soupe aux choux, quoi. Donc c'était vraiment un milieu carcéral particulier, quoi. Qu'elle a raconté avec beaucoup de... Enfin, je pense qu'elle avait une très bonne mémoire parce qu'elle avait raconté avec beaucoup de précision. De précision, et effectivement, les versions ne changent pas. Donc voilà, elle finit par enfin sortir de tôle, et le jour où on lui dit, parce qu'on lui a fait le coup 3-4 fois en disant « Madame, ça y est, vous êtes libre », et le jour où elle sort en fin de tôle, le directeur de la prison lui dit « Écoutez, madame, surtout, ne dites pas à vos codétenus que vous sortez de prison, parce que vous êtes un symbole dans la prison, donc c'est vraiment pas terrible, quoi. » Et donc elle sort de la prison, et bien sûr au moment où elle sort, tout le monde se rend compte qu'elle n'est pas transférée dans un autre truc, et donc il paraît que les détenus, ils ont été obligés de les foutre tout au cachot pendant 5-6 jours, tellement elle hurlait, et tristement, je crois 15 jours, un mois après la sortie de prison de Ginette, la prison a pris feu, et il ne restait plus personne, quoi. C'était assez... Mais elle a réussi à reprendre sa carrière par la suite parce qu'elle s'est tournée vers le cabaret. D'abord par la scène. Alors elle disait qu'à chaque fois qu'elle devait monter sur scène, il y avait un comité d'épuration de notables de province qui l'attendaient et puis qui l'a jugé. J'ai jamais trop compris ce qui s'était passé exactement. Enfin, il faut dire que comme beaucoup d'acteurs qui se sont produits après leur incarcération, Pierre Freinet au Tête de la Michaudière, quand il montait sur scène, on disait à mort Fresnel collabo, et Ginette Leclerc c'est pareil, dans ses premiers tours de chant, quand elle arrivait à mort Ginette. Oui, il y a eu un peu de rancune après guerre. Oui. C'est-à-dire que malgré tout, elle avait quand même payé pour un truc qui n'était même pas son affaire, parce qu'il faut dire que le Lucien Galas, il n'a jamais été inquiété. Non. Et après, il est devenu l'homme de main de je sais plus quel, de Farouk, enfin bref. Mais donc elle a repris au cabaret péniblement sa carrière. Donc là, à l'époque de la Libération, elle doit avoir 35-40 ans. À peu près, oui. À peu près. Et elle commence une autre carrière, mais finalement toujours un peu moins la jeune sexy, mais plutôt la femme d'âge mûr, entremetteuse ou... c'est ce qu'elle dit. Elle dit après tapin, maquerelle, etc. Après 45, comme il n'y avait plus de bordel, on m'a trouvé des rôles. On crée les bordels pour moi en Amérique du Sud. Je devenais une ancienne. Enfin, ils ont trouvé un moyen quand même de continuer à lui faire jouer des rôles de respectueuse, alors que ça n'existait plus officiellement. Quand tu dis respectueuse, c'est les tapins, bien sûr. Donc elle va tourner dans des films notamment de Max Ophuls, le Plaisir, dans lequel il y a un segment, La Maison de Tellier. Mais bon, c'est un petit rôle. Donc elle joue effectivement une fille de joie, on va dire, d'un bouge. Mais bon, c'est un tout petit rôle. On va la retrouvera après dans très grand film, mais petit rôle en tout cas. Et on la retrouvera après avec Jean Gabin dans Gazoil et dans Le Cave sur Rebif, Marcel. Gazouel, pardon, oui, c'est français, Gazouel. Alors des rôles, oui, ça fait un peu de peine parce que dans Gazouel ou Cave sur Rebif, elle a une ou deux bonnes phrases, mais c'est quand même plus de la grosse figure. De la grosse figure. Après, elle était pas bégueule parce qu'elle a tourné beaucoup avec Fernandel. Elle aimait beaucoup, malheureusement. Ouais, elle avait des amis un peu déprimants, genre Tino Rossi et Fernandel. Franchement, c'était quand même, il n'y avait pas de quoi se vanter de traîner avec eux. Mais après, il faut dire que c'est quand même une actrice qui a toujours eu effectivement du bagou. Et c'est comme ça qu'elle s'est maintenue dans le métier. Elle raconte dans son bouquin des anecdotes avec des comédiens. On se dit, mais c'est pas possible, quoi. Raymond Rouleau, immense comédien. Tout le monde le détestait. Qui était notamment dans Falbala. Il y a un grand truc dans le métier qui est oui, moi j'ai un bon profil. Le truc, c'est qu'à un moment, Raymond Rouleau, d'accord, il a un bon profil, mais moi aussi j'ai un bon profil, quoi. Il dit, il aurait été de bon ton que ce monsieur soit galant et me laisse quelques plans. Il dit, on ne peut pas tout jouer de face. Ce pauvre Raymond Rouleau de PQ. À chaque fois que je lis une autobiographie, il y a une méchanceté sur lui. Il y a une méchanceté sur Raymond Rouleau. Non, mais c'est vrai qu'elle a côtoyé quand même de très grands acteurs. Il y a Michel Simon. Après, elle dit Michel Simon, il sentait pas bon, il faisait le miséreux. Bon, immense comédien, mais quel casse-couille. Oui. Ou Pierre Brasseur, le gros goujat. Enfin bon, c'est vrai qu'elle est pas tendre. Elle est pas tendre avec les autres. Acteurs, même Gabin, c'était son pote, mais quand même. Mais par contre, sur les actrices, elle est étonnamment bienveillante. Elle est assez bienveillante. Et effectivement, le parallèle toujours avec Viviane Romance, elle lui dit, mais j'en voulais absolument pas Viviane Romance, qui pour le coup, elle, je ne vous invite pas à lire ses mémoires parce que c'est le truc le plus chiant que j'ai lu de ma vie. Il y a 250 pages, 50 pages sur sa carrière de cinéma où elle dit « Je suis jolie ». Et le reste, c'est la restauration de son château en Dordogne. Donc, je ne recommande pas. Mais elle est ça toujours... m'intéresse. Moi, j'aime bien les restaurations. Je vous le prêterai. Non, mais bon, mais sur les actrices, elle a toujours un discours, même sur Bardot. Elle n'est pas dans le truc de se dire, tiens, Bardot m'a plus ou moins piqué mon emploi. Parce que en plus, elle a une façon de parler. Dans La femme du boulanger, par exemple, fermez les yeux, on croirait entendre Bardot quand même.
Sauf qu'elle le fait mieux que Bardot. Oui, mais pas dans Le Corbeau. Mais c'est vrai que je dirais que c'est un peu le... Enfin, Bardot, c'est un peu la continuation de Ginette Leclerc. La continuation, on aurait pu dire que c'était Martine... Enfin, la filiation est plus logique qu'avec Martine Carole, mais Martine Carole, c'était l'enfer, quoi. C'était l'enfer, Martine Carole. L'enfer de Clouseau, la boucle est bouclée. Non. Alors Lou, question rituelle des bobines, quel est selon vous le film à retenir de Ginette Leclerc ? Ça, je pense que Marcel vous en dira un peu plus sur Le Corbeau, mais moi je pense beaucoup à Menace, qui est un film très étonnant de Gréville, qui s'est tourné en 1938, qui racontait l'histoire à l'hôtel des Grands Hommes, place du Panthéon, d'une petite troupe de gens qui attendaient le début de la guerre. Donc il y a Mireille Balin, Eric von Stroheim, toujours dans un rôle incroyable, où il a le visage à moitié brûlé, donc il porte un masque. Enfin, c'est assez étonnant comme film, dans lequel donc il y a notre Ginette. Le seul truc, c'est que la guerre a commencé, donc ils n'ont pas pu tourner la fin du film. Et en 1944-45, Gréville se dit tiens, j'ai ça dans les archives, c'est con ce film, je veux le sortir. Et quand il regarde, et oui, il y a une partie qui a été brûlée effectivement, Marcel, une partie du film qui a été perdue. Et donc il se dit bon allez, je relance le truc, je filme la fin en rajoutant la libération de Paris. Le problème, c'est que la moitié des acteurs étaient en tôle pour collaboration. Donc, ça la fout mal. Donc vous pourrez voir à la fin du film Ginette Leclerc qui fait coucou depuis le 12e étage de l'immeuble. Et en fait, c'est pas vraiment Ginette Leclerc parce qu'elle était à Drancy à ce moment-là. Mais donc c'est un film très intéressant à voir. Et comme beaucoup d'acteurs de cette période-là, Ginette Leclerc s'est retrouvée dans un truc qui s'appelle Spermula. Film érotique des années 70. Et c'est assez marrant de... Vous le conseillez celui-là ? Celui-là, je ne l'ai pas vu. Un peu moins. J'ai lu dans la filmographie et ça m'a fait rire. Mais non, je dirais plutôt Show Business de Jean-Yann qui est très bon. Marcel. Moi, je conseillerais évidemment Le Corbeau. On a la chance qu'il soit réédité, remasterisé, très bien restauré, en DVD, qui repasse au cinéma régulièrement. C'est vraiment un film à voir au cinéma, je crois. Et Spermula, évidemment. Mais quand j'ai rencontré ma gueule en or, alors tout a changé, même le décor. Ma gueule en or, c'est pas un milliard, c'est même un butor, mais c'est mon trésor. Bon, alors maintenant, on va passer au jeu des bobines. Si vous voulez bien, Lou, jouer avec nous. Ça sera Lou contre Marcel et on va faire un petit quiz. Le quiz s'intitule Collabo, pas collabo ou... Oui, enfin, c'est compliqué. D'accord, vous avez compris le principe ? D'accord. Donc l'idée, c'est de, comme toujours, lever la main et puis je vous donne la parole, Marcel, parce que je sais que vous êtes assez... J'ai entendu les précédentes émissions. Oui, souvent, Marcel, ça buzz moins. Elle parle d'abord et puis après elle lève la main. Elle n'a pas compris. Non, il faut d'abord lever la main et ensuite je vous donne la parole. D'accord, vous êtes prête ? Allez. Alors, première question, Jean Gabin. Lou ? Pas collabo, parti pas collabo du tout. Bon, après, c'est vrai qu'il est parti aux États-Unis, mais tourné deux, trois merdes, il faut le dire. Mais il s'est engagé dans les forces françaises. C'est ça, en 1943, il s'engage dans les forces françaises combattantes. Donc, on peut dire pas collabo. Marcel, vous n'êtes pas sûr, si ? Si. D'accord, ok, Fuyard, d'accord. pour certains, peut-être. Alors, attention, ça fait donc 1 point pour Lou. Deuxième personne, Pierre Freinet. Marcel. Eh ben, techniquement. Non, pas collabo. Alors attendez, parce que si à la Libération, on a considéré que les gens qui avaient beaucoup tourné pour la Continentale étaient quand même un petit peu... Il avait une fidélité au maréchal Pétain. Bon, voilà, certes. exactement. Alors déjà, moi, je l'ai quand même noté, je suis désolé, après recherche, collabo. Hein. Il a dit les poèmes de Robert Brasillac après la guerre. Bon, voilà, il a quand même pris la direction de la première sous-commission du comité d'organisation de l'industrie cinématographique, qui a été quand même une espèce de censure un petit peu dirigée par les Allemands. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Oui, c'est ça, parce qu'après-guerre, il a quand même adhéré donc, à l'association des amis de Robert Brasillac. Je sais, ça m'a meurtri. Tout ça, bon, c'est pas qu'il y a un militant extrême droite. Si on dit Robert Brasillac, c'était un grand journaliste, malheureusement très collabo, et qui a été fusillé à la Libération. Exactement. Parce qu'il a été allé trop loin. Oui, bah oui. En général, c'est quand tu vas très très loin que. Mais il est allé loin. Mais... Il est allé un peu loin, ouais. Alors, donc ça fait 1 point partout pour l'instant. Attention, troisième personne, Sacha Guitry. Lou ? Pas collabo. Sacha Guitry, c'était Louis XIV. Mais non. Attention, il y a collabo, pas collabo. Oui, bah, c'est compliqué. Moi, je dis niais parce que Sacha Guitry a été arrêté en symbole à la Libération. Il faut dire que Sacha Guitry, lui, a toujours vécu comme Louis XIV. Donc, il a effectivement été énormément dans le marché noir pour bien se nourrir. Mais il a quand même... la belle vie. Il a eu la belle vie, ce qu'on lui a beaucoup reproché. Mais bon, il a employé des comédiens juifs. Il faut dire que dans les théâtres à cette époque-là, il y avait 20% de la salle qui était réservée pour les Allemands, et ça n'était pas de sa faute, c'était de ce fait, dans chaque théâtre, il y avait des places réservées
pour toutes les représentations. En revanche, sur le truc de oui, il a fait libérer Tristan Bernard, non, il y est allé avec Arletty, il a dit Arletty monte tes jambes et c'est Arletty qui a fait le boulot. Oui, en tout cas, voilà, il a été. Voilà. Parce qu'il a quand même fait beaucoup de films, beaucoup de pièces pendant ce temps-là. Et voilà. Il a quand même dit, ce qui est très drôle, hein, toujours pareil, la libération, j'en ai été le premier prévenu. Voilà, c'est toujours un bon. Il a fait 60 jours de tôle, ce brave. Oui, quand même. Donc ça fait 2 points pour Lou, 1 point pour Marcel. Attention, Jean Marais. Marcel ? Je sais pas. Ah, moi. Lou. Alors, pas collabo. Pas collabo, Jean Marais. Pas collabo, vraiment. Pas collabo. Parce que Cocteau. Non. En fait, alors déjà, il s'est engagé, effectivement. Il a giflé un journaliste. La scène qu'il y a dans le dernier métro où Depardieu va gifler un journaliste collabo, Jean Marais l'a véritablement fait dans un café parce qu'on avait dit du mal de Cocteau. Non, il faut savoir quand même que Jean Marais, en plus, effectivement, s'est engagé dans la deuxième DB de Leclerc. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, il a quand même joué dans L'Éternel Retour de Cocteau, qui est considéré presque comme un film nazi parce qu'il arbore cette magnifique chevelure blonde. Et les Anglais ont vu ce film, ont vu vraiment ils ont dit c'est regrettable que Cocteau et ses collaborateurs aient marqué leur œuvre d'une idéologie teutonique aussi voyante qu'une croix gammée, en parlant de ce film. Donc, ce qui est terrible à l'encontre de Cocteau, parce que... Et à la fois un symbole de la résistance, parce que les gens croyaient voir que L'Éternel Retour, c'était un film sur la résistance. Donc, chacun y voyait un peu ce qu'il voulait, mais il faut dire que Cocteau, comme je disais tout à l'heure, Jean Delannoy, il avait caché son film Macao ou L'Enfer du jeu, qui est un très bon film avec Mireille Balin et Erich von Stroheim. Le problème, c'est comme Erich von Stroheim était un peu considéré comme un juif pendant la guerre, les Allemands ont dit on détruit tout, et toutes les scènes avec Erich von Stroheim, on met Pierre Renoir, le frère de Jean Renoir, à la place. Et donc Jean Cocteau avait gardé dans ses archives personnelles la seule copie avec Erich von Stroheim qu'on voit aujourd'hui. Bref. D'accord, donc ça fait 3 points pour Lou, 1 point pour Marcel. Attention, Robert Le Vigan. Marcel. Je te laisse y aller là. Vas-y. Alors, très pote avec Brasillac. Donc collabo, pas collabo. Alors déjà, pote avec acteur Radio de Paris. second rôle de grand talent. Totalement acquis à la cause de Pétain, vraiment fervent admirateur du régime nazi, Petit tour à Sigmaringen admirateur à la fin, de Céline. Petit tour à Sigmaringen avant une vie modeste en Amérique latine, comme par hasard, à l'image de certains nazis. En Argentine. Voilà. Et personne n'a vraiment revu Robert Le Vigan après la guerre, puisqu'il a échappé à l'indignité nationale. Oui, on peut même le qualifier de collabo plus. Hein. Je pense que c'est vraiment. Il faut dire que ce monsieur était quand même très dérangé d'un point de vue psychologique, psychiatrique, et qu'à la Libération, des mecs comme Jouvert, Renoir, Arletty ont dit mais il est fou, c'est pas sa faute. C'est ça. Pas et on l'a quand même. Centré, Les gens essaient de le défendre un petit peu, mais bon. Mais dans les films, d'ailleurs, si vous pouvez voir Goupil Main Rouge, par exemple, très bon film avec l'Assassinat du Père Noël, oui. Quai des Brumes, voilà. Attention, dernière question. Harry Bor. Marcel ? Alors non, pas du tout. Le pauvre. Pas du tout alors collabo. C'est compliqué. Il a tourné. C'est étonnant. Il a tourné pendant l'occupation. Il a fait un film. Il a fait l'assassinat du Père Noël. Non, mais je veux dire, en Allemagne, c'est le seul qui a tourné un film en Allemagne. Alors pourquoi il l'a fait avant ? Pourquoi il l'a fait en Allemagne ce film, justement pour ce. Le truc, c'est qu'Harry Bor, il était marié avec une nana qui était quand même. Rika Radifé, voilà, qui était donc avec des origines juives. Et à l'époque, lui, le truc, c'est qu'il s'est dit, contrairement à certains acteurs, je vais faire le maximum pour être copain avec les Allemands, comme ça ils vont pas venir m'inquiéter. Et donc du coup, finalement, il a tourné ce film en Allemagne en se disant c'est horrible, je le fais, comme ça ils me foutent la paix. Sauf que quand il est rentré en France, ils sont allés le choper, il a été torturé, tabassé, sa femme parce aussi. On l'a dénoncé. Il y a un vieux pote à lui a dit, moi je crois qu'il est juif. Harry Bor, et alors Bor, c'est vrai que ça fait juif, il était d'origine alsacienne. Ça aurait pu, mais oui. Mais en fait, les gens n'avaient vraiment rien contre lui. Et il a été torturé. Il est mort chez lui. Torturé par la Gestapo. Des suites de ses blessures, ouais. En fait, quelqu'un l'avait effectivement... pour protéger sa femme. Quelqu'un l'avait dénoncé comme quoi il était juif. Lui, il a dû s'en défendre en produisant un certificat d'arianité, quand même, à l'hebdomadaire Je suis partout, le fameux. C'est pour ça qu'il a essayé de tourner en Allemagne pour justifier, pour dire non, les gars, je suis pas juif, hein, regardez, je tourne en Allemagne. Et paraît-il que la Gestapo aurait dit à la fin, mais nous avons toujours su que M. Harry Bor n'était pas juif. C'est ça. En fait, c'est vraiment une espèce de petite vengeance. Pour resituer peut-être un peu Harry Bor dans la tête des auditeurs. Un des meilleurs acteurs français. C'est-à-dire qu'on dit toujours, ça serait l'équivalent de Depardieu dans les années 30. Il a fait Les Misérables, c'était la même stature, on va dire, qu'un Depardieu. Oui, Les Misérables, il est vraiment extraordinaire dans un film en 3 parties, il est génial. Ouais. C'était quelqu'un qui avait une densité, une force, une éloquence. Douceur, il faut vraiment voir L'Assassinat du Père Noël, parce que c'est son dernier film. J'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment un très grand film. Je l'ai passé cette année au Ciné-Club, et c'est vrai que c'est un film important dans sa carrière aussi. Ouais.
Eh bien écoutez, c'est une égalité parfaite entre vous deux. Voilà, bravo mesdemoiselles. Donc c'est 3 points partout sur ce petit jeu collabo, pas collabo, ou c'est compliqué. C'est la fin des bobines, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Un immense merci à Lou Bobin. Alors on vous retrouve au Ciné-Club L'Écran Français à la Filmothèque du Quartier Latin. Est-ce qu'il y a un rendez-vous cet été par exemple ? Non, cet été il y aura un ciné-club d'été, parce que donc, je gère tous les autres ciné-clubs à la Filmothèque. Et je vais passer Paris au mois d'août, qui n'est certes pas le plus grand film de cinéma français, mais très intéressant. Et à la rentrée, 3e saison de L'Écran Français, avec à nouveau Clouseau, Duvivier et plein de belles surprises. Donc on peut retrouver les actualités sur par exemple la page Facebook de la Filmothèque. Vous pouvez retrouver les actualités sur la page Facebook de l'Écran Français. Il y a un compte Instagram L'Écran Français. Il y a un compte Instagram également, ou sur la Filmothèque du Quartier Latin. Super, merci beaucoup, merci d'être venu à cette émission. J'espère à une autre fois, pourquoi pas. Merci Marcel, comme toujours, vous avez été magnifique. Vous n'avez pas gagné cette fois-ci au jeu. Un jour vous y arriverez, je pense, c'est possible. Peut-être. Merci à tous les auditeurs, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission consacrée à une nouvelle bobine. Merci, ciao. Ciao. Oh, something.